Excellent, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Peter Andrich et je vais présider la session ici. Bienvenue à la Symposium international sur démocratie, citoyenneté globale et participants, notre capacité d'agir ensemble. Je veux remercier les organisatrices de faire cet événement possible, particulièrement dans cette format trilingue. Je trouve que c'est très difficile d'organiser, mais c'est vraiment très important pour pouvoir inclure le plus de communautés possible. La session aujourd'hui sera au sujet de les pédagogies critiques et les crises aux États-Unis. C'est mon honneur et privilège de pouvoir introduire nos deux présentatrices aujourd'hui, Peter McLaren et Antonia Darder. Je vais y aller en ordre qui a été donné. Alors, Peter McLaren va présenter un premier. C'est un professeur distingué en études critiques, collège de sciences d'éducation à l'Université Chapman, co-directeur du projet démocratique Paulo Frère et ambassadeur international pour les éthiques globales et justice sociale. C'est aussi un professeur émérite en éducation urbaine à l'Université de Californie en Los Angeles. Puis aussi un directeur honoraire du Centre d'études critiques en éducation à l'Université normale du Nord-Est en Changchun, Chine, et fondateur, directeur honoraire de l'Institut McLaren de pédagogie critique à Mexico. C'est aussi un auteur-éditeur et je veux simplement mentionner que Peter, c'est une des architectes, les critiques et théoristes, des praticiens les plus importants et influents, avec le plus d'influence dans le mouvement contemporain de pédagogie critique. Et après ça, on va avoir Antonia Darder, professeur à Loyola Marymount University. C'est un professeur distingué visitant et aussi un professeur émérite à l'Université Illinois. Pour plus de 30 ans, elle a pratiqué son travail en lien avec le racisme, les inégalités de classe, les pédagogies critiques, l'éducation des communautés latino et justice sociale. Et elle travaille présentement sur des théories critiques de leadership et des théories de pédagogie de la beauté dans la pratique de l'éducation. Le travail d'Antonia a été énormément influencé par Paulo Freire, qui a beaucoup mis forme à son travail au début. Je veux dire aussi que le travail d'Antonia a beaucoup influencé mon travail, le travail des académiques dans ma génération. Et c'est tellement incroyable de vous avoir ici avec nous. C'est vraiment une contribution importante et fondamentale pour la pratique de pédagogie critique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une présentation de Peter pour environ 20 minutes. Après ça, Antonia pour 20 minutes. Et après ça, nous aurions les derniers 20 minutes pour la discussion. Peter, tu peux prendre la parole. Merci tellement, Peter, pour cette introduction. Et ici, c'est très tôt le matin, alors je vais dire bon matin, mais peut-être c'est tard dans la soirée ou même la nuit pour beaucoup de parmi vous. Avec les mémoires de l'attaque sur la capitale américaine par les fanatiques de le président Trump, coordonné par des membres du gouvernement. Et les participantes étaient disproportionnés de manière importante des membres présents et anciennes de le militaire. Des sondages récents ont montré que un Américain sur 4 et un Canadien sur 5 croient que la démocratie, c'est une mauvaise façon de gérer nos pays et préféraient avoir un homme fort
un fasciste qui prendrait les décisions sans l'interférence d'élection. Et ce qui est le plus épeurant de cette nouvelle réalité, c'est que environ un demi de les millénials partagent ce vue. Comme Joel Westheimer a démontré récemment, la démocratie semble ne pas être autoportant. Et un sondage récent à Moscou a montré que 70% de les Russes sont en soutien Staline et ses politiques. Donc, nous arrivons à un moment très difficile dans nos histoires et j'espère qu'on va pouvoir en discuter plus dans notre discussion. Alors, moi, j'ai des questions à demander au sujet de la pédagogie critique, étant donné ce contexte que j'essaie de présenter rapidement ici. Est-ce que la pédagogie critique est à ce moment simplement un résidu de son lignage avec Paulo Freire et son travail dans le système ancien d'éducation a offert de l'espoir aux personnes qui voulaient retrouver une nouvelle forme d'éducation qui allait dépasser le néolibéralisme et le système de consommation qui formait le centre sacré de ce système de production capitaliste. Est-ce que les éducateurs et critiques ont été réduits à des simples performances? Est-ce que l'éducateur et critique est devenu des interlocuteurs impotents de le passé qui n'a aucune relevance aujourd'hui? Est-ce que Fréré est devenu un talisman un symbole pour les étudiants à besoin de citer pour avoir le crédentiel? Est-ce que la possibilité offerte par la pédagogie des opprimés est maintenant simplement un coupe-vide qui est passé d'étudiant à étudiante dans cet âge de fascisme? Mais peut-être ces questions sont trop cyniques, mais elles ont besoin de réponses. Si le travail de Fréré a été décaféiné pendant les années au point où elle n'offre plus de danger pour les leaders aujourd'hui, alors pourquoi, dans les moments avant ses inaugurations en 2019, pourquoi est-ce que le président fasciste de Bolsonaro a envoyé un tweet qui disait qu'un des buts, c'est de sortir le Brésil de sortir le Brésil de la meilleure position en l'éducation internationale en éliminant le marxisme qui existe dans nos institutions. Pourquoi est-ce que Bolsonaro a dit qu'il voulait rentrer dans le ministre de l'Éducation avec le feu pour enlever Paulo Freire? Clairement que ça, c'est une figure historique que nous avons besoin de garder en tête. Et si clairement que son travail demeure aussi pertinent aujourd'hui que ça a été à tout temps dans l'histoire. Pour moi, un pédagogie pour libération nécessite une compréhension des systèmes qui nous ont produits comme des êtres humains qui manquent de défense contre des appels nationalistes pour les solutions militaires et des problèmes internationaux, des attaques de suprématie blanche contre les personnes de couleur, les montée de nationalisme, xénophobie et l'exceptionnalisme américain. On a besoin de déplacer la lutte sociale, d'être une classe en soi à une classe pour tout qui suit ses propres intérêts, suivant les délibérations idéologiques au sujet de quel futur socialiste nous avons besoin. Nous avons besoin d'un mouvement de masse qui vient du bas pour transformer l'économie globale qui sert présentement les intérêts de la classe dominante, qui transforme notre société avec l'intelligence artificielle, les bases de données massifs, les robotiques, nanotechnologies, les nouvelles formes d'énergie, etc.
Ce ne sera pas une tâche facile, mais elle est nécessaire, étant donné que continuons notre lutte contre la formation d'un état de surveillance internationale par le système informatique qui cache le racisme dans le nom de prévention de crimes et sécurité nationale. La façon de laquelle nous apprécions, mais plutôt ici, nous apprécions comment les activités spontanées de masse, comme le mouvement récent de Black Lives Matter, enflammé par euh, l'assassinat de George Floyd, démontre de nouvelles possibilités, de nouvelles stratégies et tactiques pour qu'on puisse voir comment un mouvement en pratique est aussi une forme de théorie. Les pratiques sont aussi des façons de faire l'histoire, vu que si on comprend notre histoire comme en réalité une cumulation d'actions humaines. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en opération une pédagogie de libération? Dans les décennies, les pédagogues critiques ont repensé l'idée de les éducateurs étristes de personnes, d'acteurs transformatifs et d'intellectuels publics, mais comme recherchistes, comme travailleuses en culture. Récemment, je trouve que le travail de Jocelyn McNary d'avoir contribué des projets importants pour convertir l'université de son forme présente en coopération néolibérale vers un coopérative de travailleurs-travailleuses avec les étudiants, étudiantes, enseignants, professeurs pour le bien commun. Alors, je veux simplement finir en offrant une description de leurs efforts. Les étudiants et étudiantes, les professeurs deviennent des acteurs dans l'histoire. Au lieu de à la place de l'histoire qui agissent sur eux, ils prennent l'histoire en main en pratique révolutionnaire. Je crois que les campus universitaires devraient devenir des lieux de solidarité avec des mouvements sociaux anciennes et présentes, ainsi que les syndicats de travailleurs, travailleuses et de professeurs qui sont ouvertes à des alternatives socialistes. Des nouvelles formes ont été mises de l'avant pour les universités dans le modèle d'une coopérative de travailleuses, plutôt que le modèle d'une corporation. La perception d'étudiants et étudiantes comme producteurs de valeur. Cette nouvelle conception de l'université inclurait la responsabilité pour soi, l'aide individuelle, l'équité et solidarité. Les principes seraient volontaires, un membrariat ouvert, participation démocratique, l'autonomie et l'indépendance, une formation académique, une coopération entre coopératives et un intérêt dans les besoins de la communauté. Donc, la plateforme pour créer des coopératives de travailleurs-travailleuses et de reconsidérer entièrement l'idée de le travail académique sous ce modèle serait le mouvement international de coopératives. Présentement, les universités sont des employeurs capitalistes qui reproduisent le travail académique à travers le travail des étudiants. Et cette forme de coopération est une transformation de valeur en forme de commodité. Mais moi, je suis intéressé à cette transformation de l'université par une coopérative qui appartient aux travailleurs-travailleuses, qui contrôle les moyens de production de connaissances et pourrait produire de nouvelles formes de connaissances sociales à travers une appartenance collective, les relations de propriété qui transforment les relations entre public et privé pour créer un commun académique à l'intérêt de le bien commun. Ça demanderait une nouvelle forme de relation entre les professeurs, les étudiants et étudiantes basée sur solidarité, équité, mutualité et l'élimination de cette division de travail entre les deux. Le système présent serait remplacé par un dialogue frérien qui mettrait l'emphase sur un développement de conscience critique et une capacité d'action.
les membres de cette communauté, de cette université, créeraient un curriculum qui inclurait une lutte contre le système capitaliste dominant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine présentement. En conclusion, finalement, la pédagogie critique demeure une force vitale pour former nos communs, nos biens communs, et les professeurs ont besoin d'agir comme intellectuels publics, militants, militantes et d'acteurs sociaux qui peuvent travailler avec le compréhension que ce qui arrive dans les salles de classe ne peut pas être divisé, déconnecté de ce qui arrive dans la communauté locale et dans le système démocratique plus large, incluant les formes de gouvernance à niveau des États et des provinces. Et je vais finir là. Merci. Merci énormément, Peter, pour cette présentation excellente. Et maintenant, Antonia. Bonjour, merci Richard, merci Peter. Je crois que je tentais d'identifier exactement la direction de notre discussion aujourd'hui et j'aimerais me concentrer sur certaines notions communes reliées à la pédagogie critique elle-même. Je ne crois pas nécessairement, comme de nombreuses personnes, que la pédagogie critique est désuète ou que, en fait, il ne s'agissait qu'une mode dans les années 80 et 90 qui est maintenant dépassée. J'aimerais aborder certains enjeux rapidement en espérant avoir du temps pour discuter après. Depuis les années 90, beaucoup d'éducatrices, de rechercheuses et de développeurs ont développé et approfondi les fondements de la pédagogie critique, comme en s'inspirant de Hooks, McLaren, etc., pour confronter plus précisément et de façon plus profonde des enjeux spécifiques de l'inégalité reliée à la culture, au racisme, au sexisme, etc. Donc, la sexualité, le capacitisme et l'environnement. Il y a des gens qui sont inquiets de la façon dont la pédagogie critique pourrait éclairer ces discours et souvent, on croit que la pédagogie critique n'aborde pas tous les sujets, mais ce n'a jamais été en fait, ça a toujours été la mission de la pédagogie critique de produire des concepts qui pourraient être entremaillés dans des conversations plus larges afin de nous engager dans les sujets reliés aux politiques culturelles, à la dissémination du savoir, la notion d'hégémonie et l'importance de résister à l'hégémonie, les pratiques, les dialogues, les conversations et l'évolution des consciences sociales en tant que phénomène collectif. C'est donc notre implication sur le long terme envers ces principes ontologiques vers la réduction du savoir que nous devons changer de paradigme en éducation par la pédagogie critique en refaisant le monde. Les critiques majeures de la pédagogie critique se concentrent sur les influences occidentales qui ont mené à des principes philosophiques comportant une division abyssale avec quoi que ce soit qui existerait à l'extérieur de son domaine qui serait rendu invisibilisé ou simplement non pertinent. Il est important de reconnaître qu'au-delà ces principes philosophiques, les questions clés de la composition des classes, de la population des scolaires et des mouvements sociaux sont centraux à ce travail. Les attentes sont que les éducateurs et chercheuses pratiquent dans leur classe, la communauté et dans leur propre vie personnelle en symbolisant un effort concret pour faire du sens du monde et pour prendre des décisions qui concerneraient notre pratique d'une façon assez autocritique. Pardon, le débit de parole est trop rapide pour l'interprétation.
Donc, en fait, il ne s'agit pas de faire de la pédagogie critique pour le plaisir de faire de la pédagogie critique. C'est supposé faire partie d'un processus révolutionnaire qui impliquerait de redessiner la conception commune de la pédagogie critique. Et c'est une pratique qui ne peut pas être impliquée si l'individu n'a pas de position et d'engagement politique clair vers un sens d'intégrité et de cohérence dans nos pratiques d'enseignement, de même qu'au vu de nos relations avec le monde. Et donc, la pédagogie critique devrait s'étendre au-delà des frontières de notre communautaire vers les lieux des interrelations communautaires. Et donc, beaucoup d'éducatrices et de chercheurs s'intéressent à ces éléments, mais il s'agit vraiment de faire un engagement sincère de cœur, de pensée et d'intellect en étant tout à fait ouverte. Et comme Paolé Fréré en offrait un exemple brillant d'un éducateur qui guidait par la pratique. Aujourd'hui, nous vivons et travaillons dans un environnement non libre et violent. Il ne suffit que de regarder ce qui se passe en Palestine. Et ce qui est frustrant pour moi, c'est de savoir que dans de nombreuses classes, ça continue de se passer et il n'y a pas de conversation à ce sujet. Nous sommes continuellement confrontés avec des forces oppressives dont les pratiques et les politiques et les structures relationnelles et systémiques empêchent la formation d'initiatives révolutionnaires. Malheureusement, cela résulte en de conflits majeurs et des contradictions importantes entre les gens qui se considèrent comme étant impliqués à la justice sociale dans ces institutions et dans la société. Cela peut résulter dans des formes déshumanisantes d'interaction, telles que lorsque les tendances patriarcales occidentales refont surface, créant de nouvelles anxiétés et tensions non nécessaires. En tenant cela en tête, la pédagogie critique nous demande une introspection beaucoup plus sévère, euh, reliée à un engagement de vigilance et d'autocritique, de manière à reconnaître nos fragilités, nos vulnérabilités dans cette lutte pour une humanité dans un contexte social humain et pédagogique, non seulement qui serait organisé par l'avarice capitaliste. En tant qu'éducateurs et éducatrices critiques, nous n'agissons pas en silo. Nous avons des effets sur le monde et les difficultés que nous vivons dans la gauche sont aussi présentes dans les relations et les discours des éducateurs et éducatrices. Que ce soit intentionnel ou non, la pédagogie critique sous-entend que l'esprit critique est une méthode en soi plutôt qu'une pratique révolutionnaire. Et dans le processus, de nombreuses questions importantes sur les formes d'oppression présentes dans l'académie ne sont pas représentées. Et donc, nous avons besoin, en cette période très difficile, de la volonté de créer une relation très ancrée de solidarité qui serait axée sur la camaraderie de manière à soutenir nos points de vue pédagogiques critiques vers la prospérité et l'avenir. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de nous engager à de vivre et d'agir selon une pédagogie critique si nous sommes aliénés de nos voisins et si nous ne sommes jamais véritablement sur le terrain. Nous devrions aussi séparer la pédagogie critique avec la volonté de s'engager avec une diversité de perspectives et de critiques qui sont générées à l'intérieur comme à l'extérieur du domaine, ce qui souvent n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas prétendre être libertaire dans nos pratiques et constamment censurer des perspectives légitimes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord ou desquelles nous ne comprenons pas les arguments. Nous avons donc cette capacité critique de nous impliquer avec une plus grande ouverture, une plus grande solidarité et les nombreuses différences qui émergent compte tenu de la diversité des perspectives dans le monde, qui sont tous et toutes liées à nos luttes historiques de survivance. Donc, il ne s'agit pas d'en venir à
une grande vérité universelle, mais plutôt de nous impliquer plus précisément dans l'importance et dans la nécessité démocratique de concevoir de différentes façons de voir le monde, ce qui peut résulter dans une positionnalité diversifiée et historique qui est façonnée par notre compréhension de l'éducation en tant que société. En contraste avec les notions conservatives, il n'est pas euh, mal avisé de comprendre les perspectives dans les différences dans nos perspectives, surtout quand nous prenons en compte les conséquences de nos valeurs différentes et ses implications sur les relations de genre, spécifiquement en ce qui a trait à la transformation de l'école partout dans le monde. Ainsi, je soutiens particulièrement les efforts pour réunir euh, les perspectives donc opposées de la pédagogie dans une seule conversation afin que, grâce à la bonne foi, l'ouverture, l'écoute et la solidarité, nous puissions construire des notions communes malgré nos contextes différents. Donc, ce n'est pas nous qui sommes les ennemis les uns des autres. Notre ennemi, c'est le système d'avidité, de cupidité, de pouvoir qui continue de faire la guerre contre la majorité des vivants. Une immense critique de la pédagogie critique, c'est que ça peut être trop abstrait et insuffisant pour s'engager dans une pratique concrète sur le terrain. Voilà qui est plus relié à la façon fragmentée dont l'information pédagogique est portée, où la pédagogie critique devient une autre méthode parmi tant d'autres. Pour nous éloigner de cette conception de la pédagogie critique, nous devons nous mouvoir dans l'arène concrète où la pédagogie serait pratiquée. Par exemple, si nous nous préparons en tant qu'éducateurs critiques, nous devons être prêts à poser des questions difficiles concernant le contexte de leur travail, quelle est leur réalité qui engage ces étudiants, ces classes, les communautés, quels sont les enjeux importants qui animent les relations entre les étudiants et les professeurs? Quels sont les types de relations pédagogiques les plus adéquates selon les populations données en termes de langue, d'approche et du cursus et l'environnement en classe en soi? La prolifération des cours à distance est aussi problématique et soulève des inquiétudes dans le monde éducatif en lien avec l'organisation blanche du curriculum axé sur la paix pour combiner le processus d'apprentissage à une vision libérale. Au vu de la pédagogie critique, nous offrions aux étudiants et aux étudiantes une diversité d'analyses à main, d'être capables d'apprendre, de communiquer, de transformer les inégalités tout en tenant en compte de la complexité et de la diversité de l'existence humaine. Les formations intellectuelles sont nécessaires pour avoir des relations vivantes qui seront matérialisées dans nos vies quotidiennes. Donc, selon la séparation difficile du contexte d'apprentissage et du monde réel, les étudiants doivent fonctionner d'une façon qui les sépare de leur corps plutôt que d'être dans un contexte dynamique de classe qui est tout à fait nécessaire à la pédagogie critique. Les étudiants et les étudiantes doivent apprendre dans un espace isolé en ligne et moi, je suis très inquiète des impacts de cette pandémie en termes de la capacité d'apprentissage des étudiants et des étudiantes. Et en tant que voisins et qu'éducateurs, comment allons-nous interagir avec ces nouveaux espaces virtuels de manière à renforcer mé- l'apprentissage par cœur autonome et individuel et comment les impliquer, en fait, ces étudiants dans un processus de co-construction, de savoir participatif, euh, alors qu'ils sont coupés du contexte humain d'interaction sociale qui amène à développer l'empathie qui est si cruciale à la vie démocratique politique d'un pays. Et donc, l'enseignement virtuel a défiguré beaucoup la figure du professeur en soi. La professeure est devenue un poste d'autant plus déconnecté et lointain, alors que déjà, on attendait des professeurs à ce qu'ils agissent en tant que forme de médiation entre les différentes forces de la société, les étudiants et les parents, par exemple. Ce qui m'amène beaucoup d'inquiétude aussi par rapport à la façon dont on utilise l'espace virtuel, c'est la facilité de surveillance qu'offre cet espace. Historiquement,
politiquement aux États-Unis ou ailleurs, lorsque l'armée suspecte des activités criminelles, on peut penser juste au système de filature des dissidents dans le système de Pinochet. En fait, il y a plein de façons de réprimer la dissidence et je me demande comment toutes ces technologies vont être déployées pour réprimer la dissidence. Il y a un texte qui m'a beaucoup marqué qui expliquait comment nous pensons à la pédagogie critique comme à partir de la perspective de personnes qui sont sur le terrain, mais la majorité des gens n'ont toujours pas de compréhension claire de ce concept et le phénomène colonisateur des relations entre le corps enseignant et la population doit être compris plus largement au sein de la société afin d'initier des relations pédagogiques et critiques avec les corps enseignants. Mais nous devons réfléchir au mouvement révolutionnaire en éducation qui se concentre sur les besoins des enseignants. Cela aiderait certainement les communautés d'enseignement qui agissent à l'extérieur des cadres traditionnels scolaires. Malheureusement, avec la société capitaliste, les gens ont très peu pu développer un sens de participation et donc un mouvement en termes de droits des travailleurs doit soutenir une participation démocratique généralisée et voilà qui est plus vrai aujourd'hui que jamais. Et donc, ça fait référence au travail collectif qui doit être fait à l'extérieur des institutions traditionnelles de manière à créer et de perpétuer, en fait, nombreux des problèmes qui ont aidé à transformer l'éducation en ce qu'elle est aujourd'hui dans notre monde. Et donc, les collectifs d'enseignement se sont concentrés sur le soutien de nouveaux enseignants et la création de nouveaux espaces virtuels pour les échanges, les dialogues et des débats de communauté, de manière à vraiment engager la pédagogie critique sur le terrain. Et donc, des exemples de ce travail pourraient nous amener dans des systèmes d'éducation traditionnels ou des syndicats d'enseignants, par exemple le syndicat des enseignants de Chicago, qui ont travaillé de pair avec les parents, les étudiants, les étudiantes et les membres de la communauté, de manière à organiser une grève qui a forcé des changements cruciaux dans le fonctionnement de l'échelle salariale des professeurs aux États-Unis. Et donc, de nombreuses organisations sociales et mouvements politiques ont adressé les besoins des enseignants et des enseignantes qui travaillent dans des conditions de travail qui les amènent à revendiquer une meilleure justice sociale. Il y a aussi cet effort politique de relier le travail politique avec de nombreuses campagnes politiques communautaires qui se concentrent sur une variété d'enjeux qui se situent à l'extérieur du domaine strict de l'éducation, comme les droits de santé, l'incarcération, l'accès aux droits de santé mentale, etc. Et donc, tous ces facteurs doivent être conçus comme étant un facteur ou un autre de l'éducation sociale. Il y a aussi une façon très environnementale dont le bien-être des professeurs, des étudiants et des parents sont impactés. Donc, l'envahissement des mesures néolibérales au milieu de l'éducation n'est pas un phénomène nouveau. Et donc, l'éducation néolibérale se comprend comme une extension de la grande hégémonie capitaliste. Et ça reflète tout à fait la notion d'hégémonie, dont le but est d'obtenir le consentement de la majorité des étudiants et des enseignants d'une manière qui souvent les amène à agir contre leurs propres intérêts. Et donc, je soumettrai l'hypothèse que tant que nous sommes dans un système intransigeant d'accumulation capitaliste qui se concentre sur les intérêts de la classe dirigeante, autant localement qu'internationalement, le capitalisme et ses règles et ses vocabulaires vont continuer de réfréner notre capacité d'éducation libérative et voilà tout le barbarisme du capitalisme qui insiste que les systèmes d'éducation restent otages des objectifs privés plutôt que de faire briller les revendications des corps enseignants, qui se concentrent sur les besoins humains et réels des humains. Alors que la pandémie a souligné
la façon dont les politiques transnationaux du capitalisme ont complètement pillé la planète et résultat dans un taux de pauvreté tout à fait abasourdissant. Et la communauté des pédagogues critiques doivent s'organiser et se mobiliser à travers la planète avec l'intérêt des étudiants au cœur, mais cela demande que nous réfléchissions la séparation du travail, l'identification des problèmes et cette tendance à la fragmentation du milieu de travail, spécialement à la gauche aussi. Ça fait des années qu'on voit le système d'éducation se dévouer complètement à une poursuite compétitive de grades universités de prestige international, etc. Et au-delà de tous ces discours de transformation et de solidarité, nous avons fait très peu de gestes concrets pour changer les paradigmes dans nos propres sphères d'influence. Il n'y a donc aucune question que de faire cela sera une tâche très difficile compte tenu des conditions brutales dans lesquelles nous évoluons à l'université en ce moment. Toutefois, nous avons besoin de ce moment pivotant où nous prenons l'occasion de faire les choses différemment et les chercheurs et chercheuses critiques ont échoué à lutter ensemble pour un changement concret. Et les conséquences de ça, c'est que nous sommes aujourd'hui précaires et incapables de nous organiser contre les attentes des universités compétitives. Et donc, nous nous traitons comme des compétiteurs et compétitrices plutôt que des camarades et des collègues. Et ainsi, nous manquons beaucoup d'occasions de nous organiser de façon efficace ensemble. Et nous voilà plutôt pris dans les politiques identitaires et nous oublions que nous faisons partie d'un combat vraiment plus large contre le capitalisme pour la libération et pour l'autodétermination. Nous savons que les institutions de masse pour le travail de pédagogie dans les mouvements sociaux. Et c'est là que la pédagogie critique en tant que mouvement peut avoir une force libératrice et humanisante et nous devons développer ce domaine auprès de nos propres étudiants dans nos communautés, etc. Donc, ce sont des mouvements historiques qui peuvent changer la direction de la société, où on peut trouver des forces progressistes de changement. Et si on regarde ce qui se passe au Chili, c'est incroyable en termes de la grève maraîchère avant que la COVID atteigne un point de non-retour en Inde, l'Inde et Mexico. Et on voit ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter aussi, dans les façons dont ça a généré un discours international sur le racisme anti-noir. Et donc, pour construire un mouvement pédagogique critique, nous avons besoin des chercheurs, des enseignants, des étudiants, des étudiantes qui contribuent leur compréhension pédagogique au travail des syndicats, des mouvements populaires, des manifestations et d'autres campagnes politiques où les gens sont engagés à la lutte pour l'autodétermination, pour la justice économique et pour les droits humains collectifs. Et tout cela serait impossible si nous n'arrivons pas à nous rejoindre démocratiquement et en solidarité de manière à tenter de transformer les structures d'oppression qui persistent non seulement dans les milieux scolaires, sociaux, mais aussi dans tous les contextes communautaires où nous luttons pour vivre, aimer et rêver. Thank you very much, Antonia, for this. Actually, I would like to Merci beaucoup, Antonia, pour cette présentation. En fait, j'aimerais remercier nos deux panélistes pour ces présentations merveilleuses et très inspirantes. Et maintenant, j'inviterai les participants à se prononcer dans cette conversation. Donc, si vous avez des commentaires ou des interactions à nous faire part, c'est le bon moment. Sure, Paul. Yeah. Thanks, Peter. Thanks. Wonderful to see you, Peter, Antonia. Wonderful presentation. Super. Merci, Peter et Antonia. Merci pour ces présentations très intéressantes. Ma question concerne la démocratie représentative hégémonique qui ne correspond pas aux besoins de la majorité des gens et qui se concentre principalement sur les processus électoraux, les partis politiques, d'une façon très aliénante. Et donc, non seulement les gens ne votent-ils plus ou votent stratégiquement sans vraiment avoir l'impression que leur geste aura un poids, ni ne répondra à leurs besoins culturels, émotionnels, politiques dans la vie.
Et donc, que croyez-vous pourrait agir de pont, de connexion entre les gens marginalisés, les ouvriers, les ouvrières, les gens de la classe moyenne autour de la planète qui veulent un système plus participatif, plus représentatif et qui luttent avec des systèmes en place qui tentent, en fait, qui semblent s'étendre à travers les élections et les nouveaux gouvernements. Il y a eu des changements positifs autour de la planète à cet égard, mais pensez-vous qu'il y a de l'espoir avec ces systèmes normatifs représentatifs ou comment est-ce que vous croyez qu'on pourrait se mobiliser et créer de la solidarité pour vraiment tenter de faire advenir les conditions où nous pourrons pleinement confronter les raisons sous-jacentes au racisme, au sexisme, etc. Parce qu'avec la pandémie, il semble que nous ayons perdu tout contrôle sur le budget militaire et sur beaucoup de facteurs. Et donc, voilà, je m'arrête là. Merci, Peter. Donc, oui, si je peux répondre. Vous avez parlé de démocratie participative, représentative, et donc, grosso modo, il y a des différences entre la démocratie hégémonique, représentative et participative. Et donc, il faut connaître les liens entre ces différents modèles, mais il faut aussi réfléchir aux interactions capitalistes de ces modèles qui ont fait des expériences différentes, comme au Brésil et dans plein d'autres pays. Et dans ces expériences sociales, je ne suis pas sûre de combien sont encore en lieu, mais le modèle coopératif, entre autres, a émergé comme un modèle intéressant qui pourrait être utilisé dans un contexte universitaire, mais aussi dans un contexte beaucoup plus large en termes de comment nous choisissons de nous gouverner. Le modèle coopératif fait partie de ces manières innombrables dont on pourrait changer nos méthodes de gouvernance. Mais je crois que ce dont nous devons parler, c'est à quel point la démocratie et le capitalisme sont des concepts incompatibles. Il y a vraiment une incompatibilité sérieuse et spécialement avec le type de transformation que le capitalisme doit entreprendre maintenant. Le capitalisme est passé de capitalisme international au capitalisme transnational. Et nous devons comprendre comment il se transforme en tant que phénomène. Mais en ce moment, aux États-Unis, il y a 3 grands mensonges qui sont utilisés ou qui se font circuler dans les chambres à écho. Premièrement, aux États-Unis, on entend que les élections de 2020 ont été volées et que Donald Trump devrait en fait être encore président. Je crois qu'il y a comme 70 et peut-être même plus de gens, de républicains, en fait, qui croient aujourd'hui, toujours aujourd'hui, que Donald Trump devrait être le président légitime des États-Unis, malgré le passage du temps et ce qui s'est passé. Et cela est en partie dû à la circulation d'énormes mensonges dans les médias et à la façon dont, et je crois que nous devons vraiment poursuivre ce thème en pédagogie critique pour mieux comprendre ce phénomène, de comment cette époque post-vérité dans laquelle nous vivons maintenant devient, et en fait, je ne sais pas si vous connaissez Pee Wee Herman, qui est un humoriste qui a eu un petit segment humoristique qui dit je sais qu'est-ce que tu es, mais moi, qu'est-ce que je suis? Où il tente d'expliquer comment le racisme systémique aux États-Unis reçoit l'argument de la part des républicains, en fait, comme quoi identifier le racisme est en soi raciste. Et c'est un argument du suprémacisme blanc qui se transpose dans des manifestations armées, violentes, qui font des manifestations. Et donc, quand on dit à un suprémaciste blanc,
tu n'es qu'un suprémaciste blanc, alors il n'y a aucune... En fait, il n'y a aucune autoréflexion. Si on identifie quelqu'un comme étant un suprémaciste blanc, on est identifié comme étant soi-même source du problème. Et c'est là que l'opposition commence. Il n'y a aucun dialogue réel de possible. Il n'y a aucun principe qui sont mentionnés pour démonter, en fait, ces arguments fallacieux. Je vais m'arrêter maintenant. La question que vous posez, Paul, est une question très centrale qui a des effets sur l'entièreté des sujets abordés aujourd'hui, parce que la question de la démocratie est souvent pervertie de nombreuses façons et on voit que c'est ce qui s'est passé. Si on réfléchit à ce qui était initialement le concept de la démocratie, c'était supposé être la voix des opprimés, le rassemblement des sans-terre, des sans-pouvoir, des sans-argent. Et maintenant, la démocratie, pour certains, ça veut dire notre capacité à pouvoir magasiner où on veut, acheter ce qu'on veut, quand on le veut. Et donc, je crois qu'une des parties du casse-tête, c'est notre capacité à vraiment inspirer un nouvel essor démocratique pour retourner à sa significative, en fait, à sa signification initiale qui sous-tend le besoin de cultiver un imaginaire révolutionnaire autour de ce que ça voudrait dire de former une démocratie sociale, d'être un monde démocratique et de se concevoir comme étant des sujets historiques participant à la démocratie. Il y a tant de façons dont Paolo a réinstauré cela comme étant la mission de l'éducation pour créer les conditions où les étudiants et les étudiantes viendraient à prendre pleine conscience de leurs paroles. Et il ne s'agit pas de donner une voix aux étudiants, en fait, c'est de simplement créer l'espace où leur engagement communautaire collectif peut prendre pleine manifestation, trouver sa voix et trouver son essence de camaraderie, de solidarité, de participation et de processus décisionnel pleinement impliquants. Et tous ces éléments sont centraux à une vie démocratique réelle. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que ces mécanismes ont été tronqués et donc beaucoup du travail politique en tant qu'éducateur et en tant que travailleur du milieu de la culture, c'est de vraiment inspirer ces échanges qui ne se passent pas en ce moment. Et pour moi, ces grands mouvements sociaux, vous savez ce qui se passe au Chili, c'est énorme. Ce qui se passe avec Black Lives Matter, c'est énorme aussi. Et ce n'est pas qu'un événement, un incident isolé, c'est des années de travail et de militance. Et voilà qui est le type d'attitude dont nous avons besoin en ce moment. Nous sommes dans une lutte de classe, nous sommes dans un conflit politique, ce qui veut dire que nous devons être prêts à nous relever les manches et de s'en crisser, bon, pardonnez mon langage, mais vraiment de s'en foutre de ce prix ou de cette promotion. Nous devons vraiment nous centrer sur les relations que nous voulons créer dans la rue, dans les institutions, dans les administrations et vraiment bâtir la force avec laquelle nous pourrons soutenir les unes les autres. Et donc, cette idée de soutien, de solidarité, il ne s'agit pas simplement de soutenir sa propre carrière. Je ne m'intéresse pas à travailler sur ma carrière. Pour être honnête avec vous, je n'en ai rien à cirer. Moi, ce que je veux faire, c'est travailler avec des étudiants, des étudiantes qui voient le monde et qui veulent tenter d'utiliser leur éducation de façon politique pour intervenir d'une façon qui serait pertinente, pour poser des nouvelles questions, pour pousser des nouvelles perspectives. Nous devons continuer de pousser. Non, ce n'est pas facile. Les conditions sont difficiles, absolument. Et de dire aux gens que les conditions sont difficiles, je veux dire, évidemment, c'est évident. Mais moi, ça fait 15 ans que je fais ce travail. Peter est sûrement là depuis un peu plus longtemps que moi même. Et je fais encore ce même travail. Et ça fait 4 ans qu'on le fait et vous êtes déjà fatigué? Non. Nous n'avons pas ce n'est pas la bonne attitude à avoir autour de ce conflit politique. C'est du travail que nous devons nous engager à faire à un point de vue comme une vocation.
Et nous devons être prêts et prêtes à créer le type de relation avec les autres qui pourront soutenir cette ambition et nous aider à mobiliser une définition nouvelle de ce que la vie démocratique veut dire et ce que ça veut dire, pour que nous puissions continuer de toutes les façons possibles avec les influences dont nous avons accès maintenant pour créer des conditions progressistes d'égalité où le sexisme et le racisme et les formes d'inéquité seront euh, vraiment confrontés. Utiliser nos vies, notre compréhension du monde, notre capacité de rentrer en dialogue, de continuer de se conscientiser avec les autres comme un moyen pour penser collectivement qu'est-ce que c'est la démocratie dans notre contexte particulier. Merci beaucoup. On a 3 questions dans la boîte à clavardage et 9 au complet. Alors, je vais lire les questions et essayer de répondre rapidement pour qu'on puisse les passer. On a Michael. Le premier comment de Peter dans le montée d'attitude autoritaire aux États-Unis et au Canada. Est-ce qu'il y a aussi une chance pour l'espoir? Oui, il y a de l'espace pour l'espoir, certainement. J'ai beaucoup d'espoir, mais je ne suis pas optimiste et je pense qu'il y a une importante différence entre l'optimisme et l'espoir. L'espoir nécessite une conjugaison aux luttes. Si c'est ça qu'on veut dire. On ne peut pas juste avoir un espoir. Oh, j'espérais que les choses soient différentes, puis s'asseoir sur les marges, puis souhaiter pour un monde différent. Je pense que c'est Cornel West qui avait mentionné ça, que l'espoir a besoin d'être conjugué à la lutte, une sorte de lutte révolutionnaire à laquelle Antonia faisait référence dans sa présentation. Donc, combien d'entre nous veulent faire ça? Des fois, on a besoin de se faire vraiment reculer jusqu'au mur pour pouvoir avoir la volonté de prendre action. Regarde ce qui arrive en Colombie présentement. C'est incroyable. Je le suis, je suis en contact avec quelques-unes des manifestants et manifestantes là-bas et le sentiment, c'est vraiment, on n'a rien à perdre. Le gouvernement, le paramilitaire sont en train d'assassiner les manifestants, manifestantes, les tuent dans les rues. Donc, il y a cette sensation qu'il n'y a vraiment rien à perdre. On a déjà passé tellement de temps dans cette lutte, on est tellement désespéré qu'on a plus cette sensation qu'on a quelque chose à perdre et à ce moment-là, le militaire rentre puis tu subis les conséquences. Et ça nous amène dans plein de différentes discussions au sujet de les stratégies, les tactiques nous avons besoin. Et si nous regardons à une alternative et l'espoir pour moi vraiment, c'est une alternative socialiste à la production des valeurs. Et ici, production de valeur, je fais référence aux richesses monétaires. Donc, créer un univers social qui est à l'extérieur de la production de commodités puis la création de profits. C'est ça que je veux dire par la production de valeur. Alors, en regardant les différentes façons qu'on peut réussir dans cet effort, on a besoin de créer quelque chose qui capte l'imagination et l'intérêt d'une masse, une large masse de personnes. Cette idée qu'on a besoin d'avoir une alternative socialiste, elle a besoin de vraiment prendre un essor hégémonique. Et les personnes ont besoin de croire dans ça comme un plan politique. Pas simplement, on n'a pas d'autre choix, nos dos sont contre le mur. Alors, mais oui, je pense qu'il y a de l'espace pour l'espoir. Peter, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais par contre, je pense qu'une des choses que nous oublions des fois, c'est qu'il y a un sens de qu'est-ce que ça veut dire une participation pour des individus. Moi, j'ai très de difficulté à avoir un groupe d'étudiants et étudiantes très divers. C'est 6 à 8 étudiants et étudiantes doctorales par année pour presque 30 ans maintenant. Les personnes me disent comment est-ce que tu accordes tout ça? Mais je dis que les personnes, ils viennent quand il y a quelque chose qui
est significative pour eux. Ils viennent participer quand il y a quelque chose dans lequel ils peuvent participer, qui répond à quelque chose qui est important dans leur vie et les réalités qu'elles vivent. Donc, je pense que cette histoire de l'espoir, ça n'a pas nécessairement besoin, ça a besoin d'être un espoir qui est construit de manière collective, un processus communautaire où les personnes travaillent ensemble à travers ces efforts pour créer de l'espoir. Elles créent aussi les possibilités pour un nouveau monde. Je pense essentiel à ça, c'est la question de comment est-ce qu'on abandonne les tendances bourgeoisies qui ont été tellement imbriquées dans nos cultures de premier monde, où des fois, on n'est même pas conscient du fait qu'on se fait mimer par ces idées et qui limitent nos efforts politiques. L'idée de démocratie économique a besoin d'être centrale. On pense à démocratie, c'est pas juste une démocratie dans la participation sociale, mais aussi une participation économique. Et la seule façon que ça peut arriver, c'est si tout le monde entre dans des luttes collectives. Il y a des petites communautés en El Salvador, en autres communautés urbaines, et des exemples incroyables de efforts collectifs, communautaires, économiques pour une communauté de, disons, 500 personnes, mais il faut se demander comment on réussit à faire ça dans une échelle plus large. Mais l'espoir pour moi, j'ai grandi tellement pauvre. Il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle je devrais être ici pour présenter à vous que je devrais être un parti de ce panel. Si on regarde aux situations matérielles dans lesquelles j'ai été né, mais d'une certaine façon, c'est aussi ça qui me donne toujours de l'espoir. Je sais qu'on peut changer ensemble les conditions de le monde. C'est au cœur de moi. C'est pas une abstraction. Moi, je sais que des luttes collectives, les personnes au Chili savent qu'une lutte collective, c'est ça qui va changer cette société. Les personnes en Inde, c'est ça. Les Palestiniens et Palestiniennes sont en lutte. Ils sont en train d'être tués pour leur lutte. Les personnes, ils savent que la seule façon que nous pouvons changer, c'est à travers ces luttes. Puis, il faut que ça prenne place sur le terrain. Merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une discussion incroyable. On a encore 2 minutes qui restent, littéralement. Il y en a beaucoup trop de questions. Je ne sais pas vraiment où commencer, mais peut-être je pourrais juste laisser les questions à plus tard et je pourrais vous demander chacune d'offrir 1 minute de conclusion des dernières pensées avec lesquelles nous laisser. Il faut ouvrir le microphone. Oui, oui. Alors, je peux offrir une brève conclusion. J'adore ce que Antonia disait. Je dirais comme ça. Les États-Unis se présentent comme un champion, un défendeur des droits civils, mais temps après temps, année après année, elle refuse d'inclure les droits économiques dans sa compréhension des droits civils. Partout d'autres sur la planète, quand tu discutes les droits civils, on prend pour acquis que ça inclut les droits économiques, mais aux États-Unis, ça a toujours évité cette inclusion des droits économiques dans une discussion de droits civils. Alors, j'apprécie ça. Le mouvement de Black Lives Matter, Antifa ont été désignés par le gouvernement Trump comme des terroristes domestiques. Maintenant, il y a des attaques sur des marxistes aux États-Unis. Et envers tout le monde qui emploie les théories critiques de race dans leur travail. Cet terme, le théorie critique des races, mais bien sûr, ça inclut les théories critiques et la pédagogie critique. Alors, il y a vraiment lutte présentement, un effort d'attaquer les académiques aux États-Unis dans le domaine critique et j'apprécie tout le monde qui nous écoute aujourd'hui et on espère vraiment qu'on sera capable de créer des ponts entre ces frontières géographiques et j'ai hâte à la chance de communiquer avec beaucoup d'entre vous dans le futur. Merci.
Peter. Antonio? Merci beaucoup, Peter. Antonia, je pense, pour moi, je reviens toujours à cette idée que la démocratie n'est jamais garantie. Aussi longtemps que les êtres humains sont en vie, ils vont continuer à lutter. Les enjeux de pouvoir vont toujours être sur la table. Est-ce qu'il y a des façons pour nous de s'engager avec ces questions de pouvoir, de contrôle, d'autodétermination, de façon qui nous amène à une société juste? Est-ce qu'il y a des façons pour nous de comprendre le fait que la démocratie n'est pas garantie? Ben, ça veut dire que la démocratie, c'est pas quelque chose où on va se retrouver. Ce n'est pas un objectif. C'est un processus politique dans lequel nous devons participer. Il faut participer de manière continue et partie de l'école, c'est pour humaniser, voir un processus humaniste de participation dans des idéaux démocratiques. Et encore, jusqu'à mon cœur, je crois que nous avons la capacité de transformer le monde. Je n'aurais pas resté dans cette lutte aussi longtemps que je l'ai autrement. Je vois des petits morceaux ici et là, et qu'est-ce que je vois toujours, c'est qu'il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais croire qu'on a gagné, qu'on a réussi. Et par exemple, on a eu des luttes autour de l'éducation bilingue aux États-Unis. Après, on l'a eu, puis après ça, on ne l'avait plus, puis après ça, il fallait recommencer la lutte. Mais je pense que c'est simplement la réalité de la vie démocratique qu'on a une obligation de rester engagé. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider les êtres humains à vouloir rester engagés dans le monde où nous nous retrouvons? Antonia, Peter, merci tellement pour vos excellentes présentations, pour cette discussion fantastique. Il faut que je m'excuse aux participants et participantes. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas eu la chance de répondre, mais les organisateurs et tristes ont préparé cette happy hour 5 à 7 entre 15h30, 16h30. On va pouvoir avoir la chance pour une discussion large et tout le monde est invité à venir participer à ces événements. Je vais peut-être même en modérer quelques-unes. Et c'était vraiment excellent de vous avoir. Merci encore. Merci à tout le monde. Et Peter, juste avant qu'on ferme, si je pourrais simplement remercier Antonia et Peter pour vos excellentes contributions. C'était engageant, perceptif. Et il y a aussi beaucoup d'amour dans ce que vous disiez. Et je pense que le message résonne beaucoup. On va mettre la vidéo sur YouTube pour partager avec tout le monde qui n'a pas pu participer. C'est juste 1 heure, mais il y avait beaucoup de contenu. Mais aussi sur la page Facebook du symposium, si les personnes qui voudraient continuer la discussion, Antonio ou Peter, si vous voudrez aller voir ça. Mais j'espère qu'on va pouvoir se rejoindre peut-être en 2022 en personne. Ça serait vraiment fantastique. Mais merci à vous tous et toutes, vraiment. Au revoir tout le monde.